Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bon Travail. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Anthony Dalmoro d'Alliance des Énergies. On va voir un petit peu le parcours d'Anthony, le parcours de Alliance des Énergies, qui est aujourd'hui une structure spécialisée dans le domaine de l'énergie. Et vous allez voir comment Anthony a structuré une force de vente et a amené aujourd'hui Alliance des Énergies à des niveaux de chiffre d'affaires et de performance assez importants. Je vous propose de l'accueillir. Salut Anthony. Salut Jenny. Ça va ? Ça va, merci. En forme ? Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Anthony, on va commencer tout de suite par une petite présentation. Je t'ai introduit, mais je pense que c'est mieux que ce soit toi qui présente l'entreprise. Tu as fondé Alliance des Énergies quand ? Et les premières étapes, comment ça s'est déroulé ? Alors Alliance d'Énergie, c'est une boîte qu'on a montée avec un associé initialement qui s'appelle Julien Malgras, oui. Que j'ai rencontré dans des aventures précédentes entrepreneuriales. Moi, j'ai toujours voulu ouvrir ma boîte. C'était un truc qui me motivait depuis tout gamin. Et lors de la création de ma première structure, j'ai rencontré Julien quand on a voulu développer nos activités sur le marché du professionnel. Ouais. Et en 2019, on s'est rejoints et on a créé Alliance d'Énergie. 2019. Donc, 2019, en partant de zéro, on était tous les deux avec une expérience passée quand même assez importante. Lui, il a travaillé chez le plus gros acteur européen du courtage en gaz et en électricité. Et moi, je venais de chez un partenaire Engie où j'avais développé une force de vente au porte-à-porte. Donc, on était tous les deux issus du commerce. Et je pense qu'on y reviendra, mais c'est un truc important qui caractérise notre parcours. C'est qu'on est avant tout des gens qui ont commencé sur le terrain, qui aimons le terrain et qui prenons encore plaisir à y être. En tout cas, aujourd'hui, ça nous sert beaucoup. Donc 2019, 6 ans aujourd'hui. 6 ans aujourd'hui. Anthony, pour les gens qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas le métier, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que fait Alliance d'Énergie ? C'est quoi le principe du métier en fait ? Alors, Alliance d'Énergie, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les professionnels dans la renégociation de leur contrat d'énergie. Souvent, quand on parle d'énergie, c'est un peu un mot fourre-tout. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Est-ce qu'on parle de solaire ? Est-ce qu'on parle d'efficacité ? Nous, on n'est pas, on est une activité de conseil dédiée aux professionnels et notre but, c'est d'optimiser les achats et les renégociations des contrats d'électricité et de gaz pour les professionnels. Okay. Donc, ça va de la petite PME jusqu'au très grand groupe, que ça soit tertiaire dans la GMS, dans l'industrie. On a vraiment une palette de compétences aujourd'hui qu'on a développée qui répond à tous les besoins. Ouais. Voilà. Et on a une vision avec Julien dès le démarrage qui était de dire comment on peut créer un peu de valeur et comment se différencier. Et la vision qu'on avait, c'était de devenir un acteur 360. C'est quelque chose qu'on est en passe un petit peu de réaliser et de finaliser, parce que c'est beaucoup de boulot. Quand je dis un acteur 360, c'est être un acteur qui apporte plus que juste un contrat d'énergie. C'est comment on peut aider nos clients à moins consommer, à consommer mieux. Ouais. Et pour ça, on a créé une cellule dédiée à l'efficacité énergétique en interne qui s'appelle PEPS. Mais qui reste une activité de service. On n'a pas une activité de travaux, on a une activité de conseil. Ouais, de conseil, ouais. Ok, voilà. Parfait. Et aujourd'hui, vous êtes combien ? Ça représente quoi en niveau de chiffre d'affaires ? C'est des choses qu'on peut savoir ? On va en parler parce que c'est public. Carrément. Aujourd'hui, Alliance d'Énergie, c'est 130 collaborateurs approximativement, salariés, répartis un peu sur toute la France, avec des bureaux à Lyon, Paris et Lille. Et c'est à peu près une centaine de partenaires. Il y a plusieurs canaux de vente chez nous qui un peu nous caractérisent. L'écosystème, si on inclut les partenaires, c'est à peu près 300 personnes, Alliance d'Énergie. C'est énorme. Ok. Voilà. Et en termes de chiffre d'affaires, l'année dernière, on clôture à 22 millions. Ouais. Et cette année, l'objectif est de osciller entre 25 et 27. Voilà. L'année n'est pas encore finie, donc il va falloir être bon. On parle d'une boîte qui a 5 ans. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, si exactement. C'est ça. 5 ans, de 0 à 27 millions, ça va ? Ouais, on est content, mais après, nous, c'est pas prétentieux de dire ça. On n'est pas étonné parce que on a une ambition qui a pas vraiment de limite, quoi. Donc, on savait où on voulait aller et on savait qu'on n'avait pas de plafond. Donc, si on ferait 35 millions aujourd'hui, je te dirais, on n'est pas étonné. Pourquoi ? Parce que c'est le fruit du travail passé aussi. Donc, nous, on avance le plus vite possible. Comme je dis souvent, on est un train à marchandises un peu, on s'arrête pas. Ouais. On avance donc et puis notre histoire elle a aussi bénéficié de l'historique professionnel qu'avaient Julien et moi, mais aussi des rencontres qu'on a pu faire. C'est toujours ça, comme nous on s'est rencontrés aujourd'hui. C'est souvent des coups de cœur professionnels et amicaux qui font que ta boîte elle se développe beaucoup, parce que dès la deuxième année, Julien et moi on a pris des participations dans une société qui s'appelait PW Consulting, que Alexandre Beaufils a créé, et lui comme nous, c'est ça qui est le fil conducteur, c'est lui comme nous, avant
d'avoir créé ça. C'était le meilleur commercial de sa boîte avant de créer sa boîte. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'était avant quelqu'un du terrain. Et quand on s'est rapproché d'Alexandre, on a pris des participations dans sa boîte. 2 ans après, on rencontre 2 mecs super comme Alex qui s'appelle Mathieu et Didier, qui viennent de chez EDF et qui ont envie de aussi vivre une aventure entrepreneuriale. On monte une filiale et donc du coup on a agrémenté des compétences au fur et à mesure des années, et c'est aussi grâce à eux parce qu'aujourd'hui on est 5 associés. On a tout fusionné, nos filiales et les entités dans lesquelles on avait des participations en 2024, et on se retrouve à être 5 associés qui ont tous fait du business. Mathieu et Didier qui viennent de chez EDF étaient au business chez EDF. Ils ont connu, ils ont géré des gens, mais avant de gérer des gens, ils ont accompagné des clients, démarché des clients, prospecté des clients, signé des deals. Et du coup, on est 5 associés avec des compétences assez complémentaires, mais il y a un fil conducteur qui nous lie, c'est qu'on sait tous faire du commerce, et surtout on aime ça. Ouais. Voilà, c'est important. On va en parler après de ces étapes qui sont importantes pour les boîtes, voilà. Parce qu'on dit souvent que c'est le commerce qui fait la croissance au démarrage. C'est bon, déjà chapeau, parce que on passe dessus, mais quand même il y a quand même une sacrée performance déjà en 5 ans. Donc merci. Bravo à vous. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, je pense pour l'audience, ça va être de comprendre un petit peu les étapes pour qu'on puisse aider du coup les gens le plus possible à peut-être pas reproduire un tel succès, mais par contre demain de se dire qu'est-ce qui a peut-être fonctionné, qui est peut-être duplicable dans une autre entité. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de la structuration de ta force de vente. J'ai compris du coup que vous aviez 2 forces commerciales, un réseau de vente direct et un réseau de vente indirect. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Bien sûr. Du coup, nous, on a toujours dès le début voulu multiplier les canaux de vente. On avait la conviction que c'était une des clés pour nous d'être présents partout. Et chez nous, il y a 2 forces de vente, comme tu l'as dit. Il y a une force de vente directe qui est représentée par des collaborateurs qui sont salariés chez nous. Salariés, ouais. Et au sein de cette force de vente directe, il y a encore 3 canaux. Il y a un canal de vente sédentaire, oui. Où c'est des consultants au téléphone qui vont de la prospection jusqu'à la finalisation d'un deal. Mais qui se déplacent pas du coup. Qui se déplacent pas, mais qui peuvent être amenés à se déplacer. Okay. C'est vraiment des profils commerciaux. C'est pas des on n'est pas un centre d'appel, on est vraiment c'est vraiment des profils commerciaux. Ils peuvent être amenés à se déplacer sur des deals importants ou quand c'est un besoin du client, mais majoritairement ça se passe au téléphone. On a une force de vente terrain partout en France, et on a un canal de vente qu'on appelle grand compte chez nous, qui gère plutôt les grosses entreprises avec des offres un peu plus compliquées. Donc ça, c'est la force de vente directe. Et on a une force de vente indirecte qui sont ce qu'on peut appeler communément des apporteurs d'affaires. Nous, on les nomme plutôt partenaires, parce que c'est une force de vente qui nous accompagne depuis toujours et sur lesquelles notre croissance est quand même vachement liée. C'est des indépendants qui sont soit tout seuls, soit qui ont des forces de vente, soit qui ont déjà une activité principale et qui souhaitent rajouter ou compléter leur activité principale avec notre activité, donc de renégocier et d'accompagner potentiellement leurs clients qu'ils ont déjà sur de l'assurance, sur du photovoltaïque par exemple, de pouvoir leur proposer une solution pour leur contrat d'énergie. Et voilà, aujourd'hui, c'est 2 forces de vente qui sont essentielles pour nous, parce que j'ai l'habitude de dire que chez Alliance Énergie, on n'a pas souvent on remarque que les boîtes qui ont des forces de vente indirectes, c'est parce qu'elles n'ont pas encore la volonté de salarier des collaborateurs, ou parce que ça coûte en démarrage et peut-être t'as pas. Exactement. Ouais. Chez nous, on a une force de vente indirecte, et nos partenaires sont des gens qui n'ont pas envie d'être salariés. C'est souvent des gens qui ont toujours été patrons, qui ont des activités, comme je te disais, sur d'autres sujets. Et du coup, ça renforce un petit peu cette force de vente-là, qui aujourd'hui représente quand même une part importante du chiffre d'affaires, la force de vente indirecte, et on l'a hyper bien structuré chez nous. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Ok. Et là, vous avez commencé par quoi ? D'abord la partie salariée ou indirect On a commencé partout. En même temps. On a tout commencé en même temps. Ouais. On a commencé avec une force de vente au téléphone, un peu de terrain et la vente indirecte. Ok. Ça a été quoi tes principales difficultés ? Vous avez galéré à des endroits pour recruter ? Est-ce que les premiers partenaires, ça a tout de suite fait ? Tu penses que le succès aujourd'hui, le fait que vous avez bien démarré, c'est parce que vous avez trouvé les bonnes personnes tout de suite ? C'est quoi qui a fait le truc en fait ? On galère toujours. Oui. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est être résilient. Ça, on en revient au commerce. Ah bah toujours. Voilà, plus on démarche de clients, plus on a de chances d'avoir des opportunités. Oui. Et sur la partie vente indirecte, c'est ça. Sur la partie salarié, c'est ça. Évidemment, on veut essayer de se rapprocher un maximum pour pas se tromper. On a eu des difficultés, bien sûr. Des fois, tu rencontres des gens et tu te dis, ce mec-là, il va cartonner, il est super, il a un super profil. Et puis quand ça commence, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Et puis il y a des gens qui sont des fois très discrets et tu te dis, je sais pas trop ce que ça va donner. Et au final, t'es super surpris. Chacun a son histoire, mais moi, la conviction que j'ai, c'est que quand on développe une boîte, il faut un noyau dur. Et ça, c'est hyper important.
De collaborateurs, tu veux dire, De ou collaborateurs. de direction? Non, de collaborateurs. Ok. La direction, elle est déjà le noyau dur, elle est déjà soudée. Il faut savoir de quoi on parle. Comme j'ai dit avant, on venait du commerce, donc on sait de quoi on parle quand on parle à nos forces de vente. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Mais il faut un noyau dur. Il faut commencer toujours avec une équipe, que ça soit 2-3 femmes ou mecs sur qui tu vas pouvoir compter, qui sont peut-être pas les champions du monde du chiffre, qui te donnent satisfaction sur les chiffres, mais surtout qui donnent une couleur un peu à ta boîte, qui donnent une ADN où quand tu recrutes et que tu as des nouvelles personnes qui arrivent dans la boîte, C'est un peu ton on rôle. ressente l'ADN et qu'on se dit putain, cette boîte-là, j'ai envie d'y bosser, je m'y sens bien, il y a un bon noyau dur, les mecs avec qui je bosse, ils sont cool, le matin, je suis content d'y aller. Et ça, c'est, je pense, la plus grosse difficulté. Moi, dans mon expérience passée, quand j'ai commencé au porte-à-porte, on avait 100 commerciaux, on avait 15 agences partout en France. Tant qu'on n'avait pas un noyau dur dans une agence, l'agence ne marchait pas. Okay. Dès qu'on arrivait à avoir les 2-3 personnes qui constituaient ce noyau dur, on construisait autour d'eux. Donc moi, si je peux avoir la prétention de donner un conseil, c'est celui-ci, il faut avoir un noyau dur dans les forces commerciales parce que c'est ce qui va vous permettre de construire autour de ce noyau. Okay. Si tu as les meilleurs commerciaux, mais qui sont tous hyper individualistes, qui travaillent pas ensemble, et ben ceux qui arrivent derrière, ils vont pas adhérer à une vision d'entreprise. Et ça, c'est quand même important. Ok. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous regardent et qui sont des entrepreneurs seuls, qui se disent je vais embaucher mon premier commercial, ou des gens qui ont déjà des commerciaux et qui essaient de staffer une équipe. C'est quoi pour toi la bonne recette du recrutement? Qu'est-ce que tu attends d'un très bon collaborateur sur la partie commerciale? Là, je parle plutôt collaborateur ou voire même partenaire qui est dans l'indirect. C'est quoi pour toi les compétences fondamentales qui fait qu'un mec il va réussir demain chez toi ou dans une boîte en fait? Il faut avoir l'envie. Voilà. Moi, c'est ce que je pense, parce que même si tu viens pas du commerce, si tu as envie et si ça te plaît, tu réussiras. Okay. Voilà. Souvent, je remarque que les profils qui réussissent le mieux, c'est pas ceux qui cartonnent tout de suite, c'est ceux qui montent doucement, mais qui arrêtent jamais de monter. Ça, c'est un truc que je me rends compte encore aujourd'hui. Il y a des gens qui cartonnent tout de suite et qui continuent de monter un peu, mais souvent, je pense que sur un échantillonnage, en tout cas mon retour d'expérience, et même sur le porte-à-porte, c'était comme ça, les mecs qui ont envie, qui sont à l'écoute, qui sont résilients, et bien sûr, il faut que ça te plaise, ça peut ne pas te plaire, mais bon, si ça te plaît, et ben ceux qui ont sans cesse envie d'apprendre, envie de progresser, et ben ils s'arrêtent jamais de progresser, et du coup, pour moi, c'est les profils sur le temps qui sont les meilleurs. Ok. Et aujourd'hui, vraiment juste l'envie, quoi. Pas d'autres compétences, quoi. Quelqu'un qui n'est pas du métier. Alors, quelqu'un qui n'est pas du métier, si tu as un bon manager et qu'il a l'envie et qu'il a du savoir-être et qu'il sait s'exprimer, qu'on lui apprend à savoir s'exprimer, il y arrivera. Si il vient pas du métier, disons que la réussite va reposer beaucoup sur le management. Julien et moi, venant du commerce, on a été les premiers managers de notre boîte. On a été les premiers à driver nos équipes. On a été les premiers à faire des points avec nos équipes. Donc je pense qu'on n'était pas trop mauvais parce que au final, ça a marché. Et après, quand tu construis, il faut que tu t'appuies sur des managers sur lesquels tu vas pouvoir déléguer cette compétence-là et qui vont faire de quelqu'un qui a l'envie un bon commercial. Évidemment, il faut pas juste avoir l'envie. Si t'es l'envie et que t'es tout seul, tu as raison, même si t'es résilient, au bout d'un moment, si t'as pas les bonnes phrases, si t'as pas les bons tips, tu y arrives pas. Mais si t'as la chance d'avoir un manager qui sait te driver, qui sait identifier là où tu pêches, là où t'es bon, travailler tes qualités et tes défauts, mais surtout travailler tes qualités, ça marche. Après, oui, il faut savoir s'exprimer, il faut avoir un certain savoir-être. Et je pense qu'aujourd'hui, tu te rends compte quotidien, comme moi, il faut être soi-même. Voilà, faut arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Il faut être soi-même au téléphone, il faut être soi-même chez le client. Bien sûr, il faut. Voilà, exactement. Ok. Je vais te poser une petite colle parce que tu disais tout à l'heure, faut avoir envie. Je te partage. Il faut avoir envie pour faire du commerce. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, ce que je vois, c'est ma vision. Je pense que les gens ont plus envie aujourd'hui. Et en fait, je vais même aller plus loin. Les gens, je vois des gens sur Instagram où on leur dit tu vas gagner 10 000 euros par mois en faisant du dropshipping ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, moi, je suis dans la posture d'un dirigeant comme toi. Et quand je vais voir des vendeurs, je leur dis maintenant, il faut aller prendre ta mallette, il faut aller prospecter dans la zone industrielle de Valence, là. Est-ce que tu trouves que les gens, ils ont encore envie aujourd'hui? C'est difficile. Le recrutement, je pense que dans tous les secteurs, c'est le truc le plus difficile. Ouais, c'est un peu la clé de réussite. C'est pour ça que chez nous, il y a une personne qui est dédiée au recrutement. Ouais. Effectivement, je suis d'accord avec toi que les jeunes sont beaucoup rêveurs. Ouais. On peut peut-être pas leur reprocher, j'ai pas un avis définitif là-dessus, mais c'est vrai que c'est compliqué de recruter des gens. Après, il y a encore des gens qui ont l'envie, et souvent ceux qui sont matures pour prendre la mallette, comme tu dis, c'est ceux qui ont aussi un parcours de vie où ils savent ce que c'est d'avoir bossé, ils savent ce que c'est de bien gagner sa vie, ils savent ce que c'est de moins bien la gagner, et ils ont un parcours de vie
où je pense que les bons recrutements, c'est ceux qui arrivent à une certaine maturité et qui te disent, bon, j'ai bien fait le tour, j'ai expérimenté ça et ça, je sais qu'aujourd'hui, maintenant, ce que je veux, c'est ça, je veux faire du commerce parce que dans le commerce, je sais que je peux bien gagner ma vie, il faut pas avoir peur d'en parler. Aujourd'hui, si tu veux bien gagner ta vie, le commerce, c'est une des activités sur lesquelles tu peux très bien gagner ta vie. Et aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel on est, ça devient indispensable de pouvoir s'offrir c'est un peu ce confort financier qui est en fait une liberté, quoi. Une liberté de pas regarder quand tu fais tes courses, une liberté de pouvoir faire plaisir à tes enfants. Et voilà, donc oui, il y a des difficultés sur les jeunes qui arrivent. Mais il y en a quand même qui ont envie, il y en a quand même qui sont un peu terre à terre. Et puis après, les gens qui ont un peu plus de maturité, qui sont pas dans cette génération Instagram, qui est vraiment une génération qu'on voit arriver là, mais qui sont plutôt dans la mienne, il y a quand même, je pense qu'il y a à faire. Après, il faut aussi que l'entreprise, elle se rende compétitive. Il y a aussi une grosse concurrence dans les entreprises. Il faut le dire ce qui est. Il y a aujourd'hui, il faut être compétitif, il faut être attractif, il faut donner une vision. Voilà, c'est très important. Ok. Est-ce que du coup, pour toujours travailler autour de la réussite du réseau que tu as réussi à créer, me parler un petit peu de comment c'est monté. Genre, c'est monté, tu disais tout à l'heure, on a pris des salariés et des indirects en même temps. Est-ce que vous en avez pris 5 d'un coup? Est-ce que vous êtes passé par tranche de 5? Est-ce que c'est un par un? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu t'identifies des caps et des étapes que tu as passées dans ta force de vente? Voilà, juste pour voir un peu comment se progresse et se structure, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même, vous m'avez dit près de 300, mais de commerciaux concrètement, vous êtes combien? Alors, on est 130 salariés et à peu près une centaine de partenaires qui eux-mêmes, on peut avoir des collaborateurs. Chez nous, chez Alliance Énergie, à date, il y a 75 commerciaux. Salariés, tous les canaux confondus. 130. Sur 130. C'est énorme. Ça veut dire que la proportion de la force commerciale est très présente. Et je pense qu'elle l'est pas assez. Non, en fait, on a une boîte qui est plutôt très bien structurée avec des canaux. On a une gestion un peu de bon père de famille. On intègre beaucoup les services. On n'aime pas trop externaliser. On intègre le propre développement sur les outils CRM. On intègre la com, on intègre le market. Donc, on est très bien structuré. Et aujourd'hui, la proportionnelle, elle a vocation à tendre encore plus sur le nombre de commerciaux. Parce qu'on a créé la structure qui permet de prendre plus de commerciaux pour moins de postes support. Ouais, je comprends. Et notre développement qui est fait en interne, ils sont 5 maintenant, on travaille sur un outil, sur un CRM qu'on développe nous-mêmes, enfin qui est un grand CRM, mais on a nos développeurs en interne. Oui. Et plus on le développe, plus on gagne des temps. Moi, je réfléchis beaucoup en temps. Là, je dis, si tu envoies un client un contrat et qu'il doit l'imprimer ou le faire imprimer, le signer, te le renvoyer, il y a 4 temps. Si tu l'envoies en DocuSign, il y a 1 temps. Donc moi, je réfléchis vachement en temps parce que c'est hyper important. Et aujourd'hui, voilà, notre structure, elle est capable d'anticiper une proportionnelle de commerciaux bien plus importante. Ok, donc tu as structuré pour pouvoir prendre beaucoup plus de volume. Ouais, exactement. Et donc si on en revient à la question, du coup, la question des étapes, c'est monté comment? C'est monté crescendo d'un coup? Nous, on est des fonceurs réfléchis. Mais on n'a jamais. C'est pour pas dire qu'on est que des fonceurs sans réfléchir, mais non, mais fonceurs réfléchis. On est des fonceurs. Donc avec Julien, nous, on s'est pas fixé de limite. On s'est pas dit, ouais, il y a 2 super profils, mais on va en prendre qu'un parce que on va commencer doucement. Nous, on voyait 2 super profils, on prenait les 2. On en voyait 5, on en prenait les 5. Alors après, il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a aussi le fait qu'on avait un acquis, qu'on est arrivé avec un historique, moi, avec une entreprise qui marchait bien, qui m'a permis aussi de financer un développement. Mais c'était pas, on est parti de 0 aussi sur l'autre. Donc tout était un enchaînement de choses qui nous a mis dans une situation où on pouvait se permettre d'embaucher. Et vu qu'on était au commerce, on générait du business. Et du coup, ce qu'on générait, ça rentrait dans la boîte et on a constamment investi. Et on a développé très fort tous les canaux. On a mis un peu de temps à créer ce noyau dur quand même. Ça a pas été... On a démarré pour une boîte... On a démarré vite, mais il y a vraiment eu un moment où ça a pris un gros push. Je dirais que ce moment-là, c'est quand on a commencé à structurer la vente indirecte et qu'on a pris notre premier directeur sur la vente indirecte. Et là, on a vraiment une vente indirecte qui s'est vraiment structurée. Et quand on a recruté nos premiers commerciaux terrain qui vraiment étaient ceux qu'on attendait, c'est-à-dire avec des qualités qu'on attendait, et du coup, ils ont donné une grosse impulsion. En quelle année ça? Ça, c'était dans les bureaux. On était encore boulevard Stalingrad. Ça devait être 2020, 2021. Où là, on avait fait avec donc, Julien. 2 ans après, vous aviez déjà un directeur. Ouais, on l'a même eu avant. Le directeur de la vente indirecte, on l'a eu assez rapidement. Et le directeur, sur la vente terrain, il n'y avait pas de directeur. Au début, c'était Julien et moi qui gérions ça. Et puis à un moment, on a fait un recrutement en masse. On a dû recruter une dizaine de commerciaux d'un coup.
Et dedans, il y en a eu une bonne partie qui était performant. Et du coup, tout de suite, ça a donné une bonne En impulsion. 2021. Ouais, on doit être en 2021 si je dis pas de bêtises. On va juste briquer là 2 secondes parce que du coup, c'est hyper intéressant parce que je sais pas si les gens se rendent compte que généralement, il y a des boîtes, avant d'embaucher un commercial, elles peuvent attendre des fois 3, 4, 5 ans. Alors, je sais pas si tu peux expliquer les 2 premières années, parce que vous étiez en prod, toi et Julien. Ouais. C'est-à-dire que on faisait pas que de la prod, parce que moi, je gérais toujours ma boîte qui marchait. J'avais 100 salariés sur une autre boîte. Ouais. Et Julien, lui, était vraiment à fond dessus. C'était lui qui était plus que moi sur l'activité. Ça veut dire qu'il a fallu quand même beaucoup vendre pour amorcer un tel truc à un moment donné, tu vois. C'est là où je pense que les gens, pour comprendre... La chance qu'on a dans nos activités, c'est que on est dans une activité de service. Et on n'est pas comme dans le bâtiment où quand tu vends une pompe à chaleur, il faut que tu l'achètes, il faut que tu la stockes, il faut que tu l'installes, que tu programmes ton install et tu vas mettre un certain temps à facturer. Ton delivery, il est extrêmement rapide derrière. Ouais, exactement. Nous, on accompagne un client. Le delivery, c'est en amont, presque avant la vente. Donc du coup, le service te permet quand même de générer un flux et un BFR assez rapidement, plus que peuvent avoir dans d'autres activités. Après, je pense qu'il faut prendre des risques. Voilà, on réussit pas sans prendre des risques. Nous, des fois, on a eu des passes, on a pris des risques. Des fois, ça a marché, des fois, ça a pas marché. Voilà, je crois que c'est Xavier Niel, il y a plus longtemps, qui disait vous réussissez beaucoup. Et il dit bah non, je fais que me planter, mais au final, il y a un truc que j'arrive à réussir et ça pète, quoi. Oui. Donc moi, je pense qu'il faut prendre des risques, faut pas avoir peur, faut pas s'attacher faut prendre des risques mesurés, mais il faut pas être trop conservateur. Peut-être, voilà, si on croit à son projet, il faut avoir une vision. J'en parlais tout à l'heure, c'est super important, autant pour les salariés que pour nous. Il faut avoir une vision parce que c'est rassurant aussi pour un dirigeant. Moi, ça me rassure de me dire, je sais où je vais, je connais ma vision, je sais où je vais être dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Ça c'est quelque chose qu'on a, quoi. Et du coup, si tu as cette vision-là, tu sais quelles sont les étapes à franchir. Donc, si tu sais que tu as besoin de recruter un commercial sur ton secteur ou que tu as besoin de développer une vente indirecte et qu'il te faut un directeur pour animer, et tu sais que c'est essentiel dans ton développement, alors pourquoi tu vas attendre 6 mois? Fais-le tout de suite si tu as les moyens de le faire. Pourquoi? Pour avoir un peu plus de trésorerie, mais au final, tu perds du temps. Donc, fais-le, mets-toi à risque. Et c'est dans la difficulté qu'on réfléchit le mieux. Bah oui. Voilà. Et quand des fois, tu es à risque, si tu sais que ta trésorerie, elle est faible, que tu as pris un gros risque, le soir, quand tu rentres chez toi, tu te creuses tellement le cerveau que tu vas peut-être trouver une solution qui était encore mieux que tu n'avais pas. Okay. Et du coup, quand on est en difficulté, on réfléchit bien. Ok, parfait. Merci pour ça. On va venir du coup à la culture, parce que tu disais du coup la culture c'est quand même fondamental chez nous. Et tu disais que pour réussir, il fallait un gros noyau qui soit un petit peu le relais de ça. C'est quoi la culture d'Alliance des Énergies aujourd'hui? La culture d'Alliance des Énergies, c'est une entreprise qui avance. Ouais. C'est une entreprise qui essaye d'emporter tout le monde avec soi dans un but commun. Ouais. Alors aujourd'hui, plus on grossit et plus on essaie de garder ça, parce que bon, on n'est pas non plus, on n'a pas 2000 salariés, mais forcément, tu peux peut-être moins l'avoir qu'avant, mais on a la chance d'être 5 et on est 5 à aller dans le même sens. Et je dirais que notre activité, elle suit le sens de l'histoire. Moins consommer, mieux acheter, mieux négocier ses contrats d'énergie. On l'a connu avec la crise. Oui. Donc ça donne quand même un peu de sens. Et surtout, notre culture, c'est une proximité. Voilà, je sais que nos bureaux, associés ou pas associés, nos bureaux sont toujours ouverts. On discute encore avec des commerciaux. J'ai encore des commerciaux quotidiennement au téléphone, mes associés aussi. Donc c'est une culture de proximité. Et vous aimez ça en plus. Et on aime ça, bien sûr. Et quand je ressors de chez un client, j'appelle un Julien et je lui dis... on a le bon de commande. Ouais. Pas forcément on a le bon de commande, mais des fois, souvent, c'est des clients où on signe pas tout de suite, mais quand je sors d'un bon rendez-vous, je me dis j'adore ça, quoi. Ah, voilà. C'est bien, c'est vrai que j'adore ça et j'ai pas envie de le perdre, même si... voilà, mais il faut donner de la vision. Aujourd'hui, je trouve que les collaborateurs, ils apportent vachement d'importance à où est-ce que va ma boîte. Au-delà du fait que ta boîte, peut-être qu'il y en a certains, ils sont bien payés, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a où est-ce que va ma boîte? Est-ce que je me projette dans ma boîte? Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des rituels avec votre force de vente? Vous vous réunissez? Est-ce que vous avez une attente particulière par rapport à la façon dont vous organisez, vous travaillez au quotidien? Ouais, il y a des rituels, bien sûr. Mais ça, c'est un truc que je pense qu'il faut améliorer quotidiennement. Il y a des rituels par canaux. Je sais que sur la vente indirecte, il y a ce qu'on appelle des copiles qui sont faits avec tous les partenaires qui sont du coup des apporteurs d'affaires. Sur la vente interne, il y a des briefs qui sont en général faits tous les matins pour la vente sédentaire. Sur la vente sédentaire, il y a un avantage, c'est qu'il y a une vraie proximité avec l'aspect managérial. Donc il y a un échange qui se fait quotidiennement. Et sur la vente terrain, il y a des briefs et des points marchés qui sont toutes les semaines. On essaye vraiment de créer des équipes, de créer des dynamiques d'équipe, et c'est pas facile parce que la vente terrain chez nous, elle est éclatée partout en France.
On n'a pas des managers partout. Aujourd'hui, on a un manager à Paris, on a un manager ce qui gère la Loire et une partie du Rhône-Alpes, et on a une chef des ventes qui gère tout ça hors Paris, qui s'appelle Linda, qui d'ailleurs fait partie intégrale de notre développement. Et bon, quand tu es tout seul et que tu gères une force de vente comme le gère Linda, par exemple, aujourd'hui de 35 commerciaux, tu peux pas aller faire un brief tous les matins. 35 commerciaux ? Ouais, elle doit avoir à peu près 35 commerciaux. Alors après, il y a un manager qui est en dessous qui s'appelle David, qui gère aujourd'hui maintenant 5-6 commerciaux, donc elle est un peu soulagée. Et on essaye de construire un peu du management de proximité. Mais la difficulté, ce canal de vente-là est un canal qui est pas facile à gérer et qu'il faut dynamiser parce que c'est des gens qui sont tout seuls. Ils prennent leur voiture le matin, ils sont tout seuls. Ouais. Ils n'ont pas une agence Exactement. physique. Ok, je comprends. Voilà. Ok. Parfait. Toi, aujourd'hui, dans ta vision de dirigeant, un commercial, pour qu'il avance, si on parle de Péplan, tu disais tout à l'heure que les gens doivent bien gagner leur vie. Aujourd'hui, Anthony, c'est quoi bien gagner sa vie pour un commercial pour toi aujourd'hui ? J'aime bien qu'on parle d'argent parce que c'est une question en France. Ouais. Attends, on parle d'argent, c'est compliqué. Alors, sans dévoiler peut-être votre Péplan, mais juste dire, voilà, aujourd'hui, pour toi, un bon commercial, il doit tendre vers quoi ? S'il va au charbon, parce qu'on est en première ligne quand on est au commerce. Ouais. C'est quoi pour toi la bonne rème d'un commercial aujourd'hui ? La bonne rème d'un commercial, c'est un bon partage de valeur. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a un Péplan qui est très bon chez Alliance Énergie. Je pense que tout le monde le sait dans le marché, ça se sait. Et du coup, de par ce Péplan-là, on dit à nos collaborateurs, voilà, on a un super Péplan. On n'est pas parfait, hein. Encore une fois, voilà, on manque de proximité certainement sur les ventes de terrain, mais on a un super Péplan. Par contre, on veut des super commerciaux, au moins en termes d'investissement. Et on veut pouvoir, à travers ce Péplan, monter nos exigences. En disant oui, on a un bon Péplan, par contre on est plus exigeant avec vous parce que vous avez un bon Péplan. Ça tire tout le monde vers le haut. Donc l'idée c'est que ça tire tout le monde vers le haut. Après, chacun a sa vision. Quand tu es salarié d'une boîte, tu as ta vision. Quand tu diriges une boîte, tu as aussi ta vision. L'idée c'est qu'on arrive à se rejoindre sur un socle commun. Voilà, on s'est jamais parfait, mais se rejoindre sur un socle commun. Donc moi, parce que j'ai un commercial, il tourne bien et qu'il remplit ses objectifs, il doit bien gagner sa vie. Voilà, je vais pas donner de chiffres, mais aujourd'hui, on oublie souvent un truc, et moi je le rappelle beaucoup à mes collaborateurs, s'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'entreprise. Ben non, ça avance pas. Et ça, il faut quand même que les gens l'aient en tête. Et j'ai fait une réunion hier avec les techs chez moi qui développent notre CRM, et je leur disais, vous avez beau être les meilleurs techs du monde, s'il n'y a personne pour payer vos salaires, vous n'avez pas de salaire. Donc, quand vous travaillez au service du commerce. Typiquement, la BU Dev chez nous, je veux qu'elle soit intégrée à 100% dans le projet d'entreprise parce qu'ils participent à ça. Donc, un commercial, il faut qu'il soit bien payé parce qu'il y a que quand on l'a fait qu'on se rend compte, tu as tenu la mallette, j'ai tenu aussi. Quand tu te lèves le matin et que tu te fais envoyer balader pendant 6 heures, 8 heures d'affilée, des fois, tu rentres chez toi le soir tard. Souvent, tu manges pas ou tu manges un sandwich. C'est du lundi au vendredi, ok, mais tu fais des heures qui peuvent être à rallonge. Émotionnellement, c'est très dur. On se rend pas compte, mais un commercial, il gère un yo-yo émotionnel quotidien. Ouais. Quand il signe une affaire, c'est hyper excitant. Mais quand t'es en rate, tu rentres chez toi, t'as le moral dans les chaussettes, donc il faut remonter. Oui. Et souvent, tu remontes tout seul. Oui. Ou alors, tu remontes peut-être avec ta femme qui te donne un coup de main, ton manager qui te donne un coup de main. Mais on se rend pas compte de la difficulté que c'est d'être commercial. Donc moi, qui l'ai fait, et Julien et tous mes associés, nous, on le sait ça. Oui, donc on sait ce qu'ils font. On sait que c'est pas facile. Ok. Donc on a pas mal parlé de ton parcours, et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, si on peut donner de la valeur aux gens qui démarrent, j'aimerais qu'on imagine du coup un scénario. On part de zéro. Là, on part de zéro, on crée une boîte. Ouais. Quels sont les premiers conseils que tu donnerais à un mec qui est dans le service, allez, pour parler à quelque chose qui est proche de toi, pour qu'il commence à monter et structurer quelque chose? Qu'est-ce qu'il doit faire les 6 premiers mois? Un dirigeant ou un commercial? Un dirigeant qui est en même temps commercial, qui tient la mallette, comme tu disais. Moi déjà, il faut que le dirigeant soit le meilleur commercial de sa boîte au démarrage. Important. Mais je le dis parce que moi, je vois plein de mecs qui viennent nous voir, qui veulent travailler avec nous pour vendre des contrats d'énergie, mais avant même d'avoir commencé à en vendre, ils veulent embaucher des gens pour vendre à leur place. Et ça, moi, je suis sûr qu'il y en a qui arrivent à faire ça, mais moi je trouve que c'est une grave erreur. Et ça, c'est très souvent. Et en gros, pourquoi c'est une grave erreur? Déjà parce que là tu vas engager des coûts. Ouais. Des coûts, alors que toi t'es un improductif, et tu vas tout de suite engager des coûts sur quelque chose que tu pourrais faire. Oui. Tu connais pas le produit, ou peu.
À part si tu viens de l'énergie, par exemple, et que tu as une expérience hyper réussie et que tu as un parcours. Mais très souvent, il faut que tu sois au contact de tes clients, il faut que tu connaisses les problématiques de tes commerciaux, il faut que tu connaisses comment ils vont prospecter. Ton marché, les objections, tout. Ouais. Aujourd'hui, les commerciaux, c'est des gens, ils sont intelligents, ils comprennent. Si demain, un commercial, il rentre dans une petite boîte et que le soir, il dit à son patron, qui est son seul collègue, écoute, j'étais chez les clients, ça marche pas, je comprends pas ci, je comprends pas ça, et que le patron, il lui dit, je sais pas te répondre. T'es foutu, quoi. Au bout d'un moment, si le mec, il est bon, il va dire, il faut qu'il y ait du répondant en face, il faut qu'il y ait quelqu'un, quoi. Donc c'est important d'aller au commerce. Après, là tu me poses une question, il faut savoir si tu me dis dans quel secteur d'activité, quel service, etc. J'aurai une idée plus fine du truc. Mais ce qu'il faut, c'est bien connaître son environnement. Donc il doit passer forcément par la case commerciale. C'est un peu dur de dire forcément, mais moi c'est mon histoire, donc forcément c'est ce que je pense que c'est une des clés de la réussite. Donc les 6 premiers mois, il vend. Le dirigeant, si c'est un dirigeant, je monte une boîte, moi je dirais qu'il vend. Il vend ou il apprend. S'il vend bien, il peut embaucher rapidement, mais continuer à vendre, être le premier manager de sa boîte. Voilà. Aujourd'hui, quand on est dirigeant d'une boîte et que ça grossit un peu, on peut vite se faire absorber par les tâches administratives, les tâches qu'on n'aime pas toujours. C'est peut-être là qu'il faut embaucher. Un dirigeant, il a peut-être tout intérêt à embaucher une collaboratrice ou un collaborateur pour l'assister en back-office et que lui, il soit au commerce, parce que ça rapporte beaucoup plus d'être au commerce que ce soit le dirigeant qui fasse ce genre de tâches. Donc, il y a une certaine logique à avoir. Il faut avoir une vision, il faut connaître son produit, il faut connaître son environnement et il faut se faire du mal, quoi. Voilà, il n'y a pas de, on réussit, il n'y a pas de secret. Non. Et à partir de quand, pour toi, le dirigeant, ce fameux qui crée sa structure là, il déclenche la première embauche? C'est quoi? T'as une métrique, toi? Tu te dis dès que la trésor le permet, dès qu'on a. De toute façon, la trésor, si t'as pas de trésor, tu ne développes rien. Donc, oui, mais il y en a le niveau de trésor, ils vont l'identifier. Je te dis une connerie, pour cette fameuse entreprise en création à 5 000 balles, à 10 000 balles, 20 000 balles, 30 000 balles. Tu peux l'embaucher tout de suite. Si toi, tu te dis, moi, je vais aller au commerce et je vais driver un mec parce que, par exemple, moi, je me souviens quand toi, t'as monté ta boîte, tu savais déjà ce que t'allais vendre parce que tu l'avais déjà fait avant. Donc, tu t'embauches un commercial, demain, t'es en capacité de le driver. T'es plug and play, quoi. Donc, du coup, tu peux embaucher tout de suite si tu sais ce que tu vas lui faire. Voilà, si tu sais pas, tu te lances dans l'aventure, tu crois au produit, mais tu le connais pas encore et tu l'as jamais encore mis chez les clients, fais-le tout seul. Et une fois que tu connais bien ton environnement, commence à embaucher. Si tu connais ton produit, que tu es sûr de toi et que tu as la trésorerie, embauche tout de suite. Si tu penses que tu as envie de te développer, après il y a des gens qui vont. Nous on a des partenaires, ils ont pas une volonté de développer. Ils ont une volonté d'être tranquilles, de faire leur business. Si c'est ta volonté, alors t'as pas chouette au commerce pour le coup. Voilà. Donc là on vient de parler un petit peu des entreprises qui sont aux prémices. On avait une discussion il n'y a pas longtemps, tu me disais les entreprises qui réussissent, elles doivent passer par 3 étapes et je crois que je ne veux pas t'emprunter le mot, mais tu me disais que la fonction commerciale en démarrage c'est hyper difficile. On a un fonds d'investissement qui est rentré chez nous il y a pas longtemps, qui s'appelle Arkea, qui est rentré associé minoritaire et la directrice, je dis ça parce que je veux pas lui penser que ça vient de moi, c'est elle, je lui donne la primeur de l'info et elle m'a dit un truc que je trouvais intéressant, que j'ai gardé et qu'elle me disait qu'ils avaient fait une réunion avec une intervenante et elle disait que quand on démarre une boîte, ce qui fait réussir la boîte au démarrage, c'est le commerce. La deuxième étape, c'est la finance et la troisième étape, c'est le RH. Et en fait, je lui donne vachement raison parce que nous, je pense le commerce, c'est toujours une priorité, mais on a rempli cette mission-là. Et là, aujourd'hui, c'est la finance qui est un vrai sujet parce que quand tu as plusieurs canaux de vente comme nous, tu peux plus te contenter d'avoir... Nous, on a des tableaux de bord mensuels où on a notre chiffre d'affaires, notre résultat pour piloter la boîte. C'est un truc que j'ai toujours eu et que je pourrais plus vivre sans, quoi. Et quand tu as plusieurs canaux de vente, tu as besoin de savoir est-ce que mon canal de vente sédentaire, quelle est sa rentabilité? Quelle est la rentabilité de mon canal de vente terrain? Quelle est la rentabilité de mon canal de vente indirect? Parce que comment tu veux piloter une boîte sans avoir une vision plus précise et plus fine de tes canaux de vente? Si tu lis juste ce qui est en bas, tu vas dire ouais, ma boîte elle crache, mais ça se trouve t'as pas identifié que tel canal de vente il est en carence. Et des fois tu veux prendre des décisions qui peuvent être dures ou moins dures, et au final si tu avais cette donnée là, ça t'aiderait à aller en ralentissement, c'est-à-dire que t'as pas le recul sur peut-être 3 à 6 mois. Donc moi c'est hyper important et du coup je me rends compte à quel point la fonction finance est important dans le bon sens du terme et dans le sens noble du terme, c'est-à-dire pour piloter sa boîte il faut avoir une vision précise de là où tu là où t'as pied, là où t'es en carence, là où tu dois progresser, etc. Donc vous, ça vous oblige aujourd'hui dans une rigueur financière de chaque fin de mois, on regarde ce qui s'est passé, on regarde par rapport au budget, et on regarde si on est bon, pas bon, on réajuste. C'est comme ça que vous fonctionnez aujourd'hui. En tout cas, on tend à fonctionner de manière plus fine comme ça. Aujourd'hui, on est en train de mettre les socles en place. La fonction finance chez nous est en train de travailler actuellement. Isabelle travaille dessus.
il faut qu'on arrive à avoir une vision plus fine rapidement sur ça. Ok. C'est important. Ok. Très important. C'est marrant parce que du coup, c'est là où tu te rends compte qu'il y a beaucoup de boîtes qui aujourd'hui rentrent dans le match, foncent dans le tas, sans forcément regarder ce qui s'est passé, pilotent pas la boîte avec les bons indicateurs. Et en fait, là, je suis en train de comprendre que chez toi, aujourd'hui, c'est vital. C'est-à-dire que aujourd'hui, si t'as pas ça, t'as pas de vision, en fait. Tu sais pas où t'appuyer, tu sais pas comment t'avances. Et comme tu dis, tu prends pas les bonnes décisions. Donc, j'ai vraiment j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu disais avant, la finance, pour toi, aujourd'hui, c'est la fonction commerciale, c'est bon, c'est là, mais si tu maîtrises mal après ta deuxième étape, ça peut pas bien se passer. C'est lié, quoi. Ouais. La fonction commerciale, c'est notre ADN, donc je préfère avoir une vision analytique moins importante, mais dégager plus de résultats parce qu'on crache au commerce que d'être super bon sur la finance et pas assez faire de business. Faut pas être dupe non plus. Mais si tu as une fonction commerciale qui se développe bien et pour laquelle on continue à donner un maximum d'énergie, couplée à une fonction finance qui te donne une visu précise de ton activité, tu pilotes ton entreprise d'une autre manière. Et ça, on n'avait pas cette vision-là. C'est quand on a commencé, encore une fois, on était 2, donc tu les as vus. On a vu la production 5, 10, 15, 20 salariés. Au début, tu sais parce que tu connais ta boîte. Je pense que Julien et moi, on a embauché 95% des gens qui sont chez nous. Tu sais leur salaire, tu sais ce qui te rapporte, tu sais à peu près ton seuil de rentabilité. Et au bout d'un moment, après, tu perds le fil parce que effectivement, quand tu passes le nombre de salariés qu'on a et le chiffre d'affaires qu'on a, là, t'as besoin d'être plus fin. T'as besoin d'être plus fin, tu dois prendre des décisions, tu dois orienter des décisions, et si tu n'as pas cette vision-là, tu les orientes un peu au doigt mouillé. Même si tu connais ta boîte, tu peux perdre un peu le fil. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de l'entrée au capital de Arkea, qui est une étape significative pour vous. Tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est pas quelque chose qui est anodin, faire rentrer un fonds, ça peut changer des choses ou pas. Ton recul là-dessus est important. Et en fait, ce qui est encore plus important, c'est en quoi c'est une catapulte vers l'avenir pour vous, en fait? En quoi c'est un accélérateur? Bon, je vais pas évoquer toutes les raisons, mais il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on a souhaité faire rentrer un fonds d'investissement. La première raison, c'est que on avait du coup, comme je te l'ai dit, Alliance Énergie, PWE et une filiale, on avait 3 structures. Et l'idée, c'était pour nous de fusionner tout ça. Il y avait besoin d'uniformiser. Et de remettre les intérêts et les compétences de chacun au service d'une seule et même boîte. Ouais. Donc Arkea a permis de faire ça. Et c'est aussi un acteur. Arkea, c'est une filiale du groupe Crédit Mutuel, c'est un institutionnel, c'est un acteur fort. On voulait pas vendre la boîte. On a été sollicité pour vendre la boîte. Ça n'a jamais été une volonté pour nous. Je suis trop jeune pour vendre ma boîte. J'ai envie de la garder. C'est notre bébé. On a envie de la développer. Et du coup, Arkea, ils sont arrivés en tant que minoritaire. Moi, je le vois d'un très bon œil. Je suis très à l'aise avec ça. Ils ont une vision et une expérience de l'entreprise de manière générale, de par la diversité des boîtes qui peuvent accompagner, qui est aussi une aide pour nous. J'essaie plutôt d'y être attentif et de le solliciter. En tout cas, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Ouais, cool. Quand j'ai besoin de certaines choses, ils sont toujours là. Ils sont aussi de bons conseils sur un certain nombre de sujets. Évidemment, tous les sujets financiers, etc., c'est des sujets qu'ils maîtrisent. Donc, c'est des sujets sur lesquels ils peuvent nous aider. Et puis, ça peut aussi nous permettre de rayonner un petit peu plus parce qu'ils ont aussi un certain nombre de réseaux. Ils ont des participations dans des boîtes. Nous, c'est aussi une manière pour nous d'accompagner ces boîtes-là et voilà, et de nous aider à performer, même si Arkea n'est pas une catapulte pour Alliance Énergie. On n'est pas, la dernière fois je discutais lors d'un recrutement avec quelqu'un qui me dit j'étais dans une boîte qui avait un fonds aussi, ça s'est pas bien passé, au début il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table et puis après derrière c'était la cata. Nous, Arkea n'est pas arrivé avec une enveloppe en me disant les gars allez-y, développez à fond, hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il n'y a même pas d'enveloppe tout court. Donc nous, on continue à faire ce qu'on a toujours fait. Ouais, tu commerces, de l'extraction exactement. On continue à développer la boîte. Qui est un fonds, qui est pas un fonds, on va développer la boîte. Et moi, je viens d'une boîte qui est dans le milieu de l'IT, qui a construit son développement beaucoup par la croissance externe. Aujourd'hui, tu y crois à ce schéma-là de développement? L'acquisition de boîtes, tu veux dire? Nous, on l'a fait avec Alexandre, où on a acquis la moitié de sa structure. Donc, dire que j'y crois pas, ça serait une bêtise. J'y crois, mais nous, on aime bien construire organiquement. C'est vrai. Voilà, c'est une mentalité peut-être de la campagne de là où on vient, peut-être, où au final, on aime bien construire. Petite dédicace, il vient de l'Auvergne, pour tous les Auvergnats. Et il y en a qui vont rigoler quand tu dis ça. Non. Ils vont dire encore, ils parlent de ça. On n'est pas fermé à ça. Ouais. On étudie des projets. Des fois,
Mais je pars pas du principe que c'est moteur. Mais peut-être que c'est une bêtise. Peut-être que un jour, Arkea va me convaincre que, pour le coup, parce qu'ils ont cette expérience-là, ils vont me dire pour grossir, il faut que tu fasses ça, t'as intérêt RH. Aujourd'hui, nous, on n'a pas envie parce qu'on se dit, on est 5, on a des super collaborateurs, des collaboratrices, on est bon, on va y arriver. Et de toute façon, qu'il y ait de la croissance externe ou pas, on va y arriver et on va aller là où on veut aller. Après, s'il y a de la croissance externe, c'est un plus. Mais c'est pas un objectif comme certaines boîtes. Après, peut-être que notre secteur d'activité, il répond pas trop à ça. Mais je sais qu'il y a certaines boîtes où le modèle, c'est je fais de l'acquisition externe, je fais de la croissance externe, etc. Nous, c'est pas trop une volonté. On a vu passer des sujets, on les a refusés dans l'énergie. Voilà. Racheter des petites boîtes, monter des filiales avec des mecs auxquels je crois, qui, voilà, coup de cœur amical et professionnel. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ça peut, voilà, quand on s'est associé avec Alexandre. En fait, on n'a pas acheté PW, on a acheté Alexandre quelque part. Je puis dire ça comme ça. J'espère qu'il m'a. Non, mais c'est loyal. C'est sur lui qu'on misait, c'est pas sur sa boîte. Ouais, je comprends. C'est lui qui nous intéressait. Et du coup, aujourd'hui, il nous a rejoint. Quand on a misé avec Julien sur Mathieu et Didier, bah, eux, ils ont misé sur nous aussi, d'ailleurs, Alexandre aussi. Hein. C'était commun. On mise sur des gens, on mise pas sur des boîtes. Ouais, je comprends. Voilà, c'est plus notre ADN. Ok. Dans la vision aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez passé le cap des 20 millions, même si je dis pas de bêtises, presque 25. Vous voulez aller où vous arrêtez où Je sais plus que c'est quoi l'expression qu'on dit en anglais là. The sky is the limit, non? Sky is the limit. Ça. On va être leader de notre marché, on veut être le plus possible. Ouais. Voilà, couvrir tous les segments. La grosse difficulté. Ce qui me torture un peu le cerveau, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faudra faire de nouveau? Comment on va se différencier? Quelle est la valeur qu'on peut apporter? Comment on peut faire en sorte que notre promesse client elle soit meilleure? Moi, c'est ça qui m'empêche de dormir des fois. C'est de me dire, notre métier, on le connaît, on sait qu'on n'est pas mauvais dans ce qu'on fait, on sait qu'on va bien le développer, on est multi-canaux de vente, on a quand même des atouts par rapport à d'autres confrères que dans notre organisation, notre façon de faire, notre présence. Mais après, c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est quelles étapes d'après, qu'est-ce qu'on va devoir aller chercher pour se différencier. Et c'est ça un peu qui est à la fois excitant, mais à la fois, moi, me challenge beaucoup. Le match n'est jamais terminé. Ouais, jamais terminé. Ouais. Donc, toujours de la réflexion sur comment aller plus loin, etc. C'est hyper inspirant. Anthony, bah, du coup, pour moi, c'est un plaisir du coup, de t'avoir eu aujourd'hui. J'espère que pour certains, ça vous a amené beaucoup de valeur. Et un mot de la fin, du coup, pour conclure sur l'avenir d'Alliance Énergie ou un conseil mot de la fin libre. Ben, déjà, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Et puis le mot de la fin, c'est compter encore sur nous pour l'avenir. C'est que le début. Ouais, voilà. C'est que le début. On te souhaite le meilleur du coup pour la suite à toi, Julien et toute l'équipe. Merci beaucoup, Merci Gianni. d'être venu, Anthony. Merci, Gianni.